La Guinée est souvent vantée pour ses immenses réserves de ressources naturelles. Elle possède l'un des plus grands gisements de fer inexploités au monde, en plus d'être le deuxième détenteur mondial de bauxite. Pourtant, malgré cette richesse, le pays figure toujours parmi les 10 nations les plus pauvres de la planète. Durant les 10 années de la présidence du professeur Alpha Condé, les exportations de bauxite ont été multipliées par 5. Mais concrètement, quel impact cela a-t-il eu pour les Guinéens ordinaires? On entend souvent dire que la Guinée est riche et pourtant, il suffit de se promener dans les rues de Conakry pour voir une autre réalité. Ce paradoxe, il intrigue. Comment un pays si riche en ressources naturelles peut-il laisser ses habitants vivre dans des conditions si précaires? Ces richesses ne sont pourtant pas des simples promesses. Je les ai vues moi-même grâce à mon entreprise Starter Production en parcourant les 4 grandes régions naturelles du pays. L'or, la bauxite, le diamant, le fer, ces ressources sont bel et bien tangibles. Et pourtant, leurs bénéfices semblent échapper aux populations. Alors, où va cette richesse? C'est la question centrale. Les Guinéens sont-ils conscients des ressources incroyables de leur territoire? Si oui, pourquoi tant d'entre eux vivent avec moins de 4 $ par jour? Comment expliquer qu'en matière de santé, beaucoup doivent encore se rendre à l'étranger pour obtenir des soins? Dans nos écoles, nos petits frères et petites sœurs étudient souvent dans des conditions rudimentaires et même l'électricité reste un privilège pour de nombreux foyers. À qui la faute? Aux dirigeants qui semblent parfois déconnectés des réalités des Guinéens ou aux citoyens eux-mêmes qui ne s'approprient pas les débats qui les concernent? Est-ce que les choses peuvent réellement changer? Depuis l'arrivée au pouvoir du Comité national du Rassemblement pour le développement CNRD, un projet ambitieux a suscité de nombreux débats. Le programme Simandou 2040, présenté comme colossal, ce projet tiendra-t-il ses promesses? Il est légitime de se poser cette question, surtout lorsqu'on se remémore les engagements pris il y a une décennie auparavant concernant l'exportation de la bauxite où l'ancien président, le professeur Alpha Condé, nous promettait des transformations similaires. Est-ce une nouvelle arnaque ou un véritable tremplin pour propulser la Guinée vers un avenir meilleur, la sortant des difficultés actuelles? Je vous invite à réfléchir à cette question pour vous forger votre propre opinion. C'est important que chacun comprenne ce qu'est Simandou. Peut-être vous avez déjà entendu ce nom sans vraiment comprendre ni savoir de quoi il s'agit. Pour notre nation bien-aimée, la Guinée, le rêve de Simandou qui a bercé l'imagination de plusieurs générations devient enfin, grâce à la vision, à la détermination et au leadership d'un homme, le général Mamadi Doumbouya. Simandou, c'est une chaîne de collines s'étirant sur environ 110 km. Elle s'étend du sud de la région de Kankan jusqu'au nord de Nzérékoré, traversant ainsi 2 régions, la Haute-Guinée et la Guinée forestière. Moi, j'ai pas eu l'occasion de gravir ces montagnes. J'ai en revanche eu la chance de grimper le mont Nimba, situé dans les mêmes zones, et je peux vous dire que les paysages, ils sont à couper le souffle. À l'extrémité sud de la chaîne de Simandou se trouve l'un des plus vastes gisements de minerais de fer inexploités au monde qui a attiré l'attention de plusieurs projets d'exploitation. Avec des réserves estimées à plusieurs milliards de tonnes et une teneur en fer dépassant les 65%, ce minerai pourrait avoir un impact significatif sur l'économie mondiale. Le fer, en effet, c'est un élément clé de l'acier, essentiel pour la construction des bâtiments et de nombreuses infrastructures. Mais voici le paradoxe. Alors que la Guinée possède l'une des plus grandes réserves de fer au monde, beaucoup de Guinéens voient ce minerai comme une simple pierre. Tant que nous conserverons cette perception, cette richesse pourrait continuer à profiter aux autres alors que nous restons spectateurs. L'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme, le racisme et l'apartheid. Pour ceux qui ont entendu parler du projet Simandou, beaucoup pensent qu'il s'agit d'un projet récent. Pourtant, son histoire remonte à l'époque du premier président guinéen, Ahmed Sékou Touré. Dans les années 1970, la découverte d'un immense gisement de fer a poussé le président Sékou Touré à fonder la Mifergui Nimba, une société chargée d'évaluer le potentiel de ce minerai et d'explorer les possibilités d'exploitation. Cependant, la Guinée à l'époque manquait cruellement de ressources humaines et technologiques pour mener à bien une telle mission.
Pour avancer, le gouvernement a sollicité une entreprise japonaise du nom de Nippon Koei pour réaliser les études nécessaires, mais le projet a vite rencontré des obstacles, le manque de financement pour rassembler les milliards de dollars requis et la corruption de certains cadres guinéens ont rapidement compromis les fondements. Finalement, Nippon Koei s'est retiré, vendant ses études à Vale, une société brésilienne devenue aujourd'hui l'un des plus grands producteurs de minerais de fer et d'acier au monde. En 1984, la Guinée a connu un coup d'État militaire qui a porté au pouvoir le président Lansana Conté suite au décès d'Ahmed Sékou Touré, le père de l'indépendance. Malheureusement, cette transition n'a pas permis d'améliorer la situation du projet Simandou. En 1997, sous les conseils d'un ministre de son gouvernement, le président Lansana Conté décide d'octroyer à Rio Tinto, une entreprise anglo-australienne parmi les plus grandes compagnies minières au monde, un permis d'exploration couvrant l'ensemble de la chaîne du Mont Simandou. Le Mont Simandou est divisé en 4 blocs et Rio Tinto se voit octroyer la totalité de ces blocs pour une durée de 35 ans. Ce contrat, il prévoit qu'après ces 35 années, les infrastructures dédiées à l'exploitation, comme les chemins de fer et les ports, reviendront à l'État guinéen. Mais après 35 ans d'exploitation intensive, dans quel état seront ces infrastructures? Imaginez des rails usés et des installations portuaires dégradées par des décennies d'activité, sans qu'au final, l'État guinéen et ses populations n'aient réellement bénéficié des ressources de leur propre sol. Est-ce là toute la valeur de notre minerai? Après avoir décroché ce jackpot, en obtenant le permis, Rio Tinto s'engage dans le contrat à démarrer le développement et l'exploitation dans les 5 années qui suivent. L'accord stipule que si cette obligation n'est pas respectée, l'entreprise devra rendre les mines à l'État guinéen. Pourtant, Rio Tinto ne prendra même pas la peine d'entamer un seul travail d'extraction. Ce permis, il lui servira essentiellement de levier pour lever des fonds sur le marché international. À la fin des 5 années, l'État guinéen exige que Rio Tinto quitte le site, mais comme par magie, l'entreprise parvient à négocier avec certains cadres du gouvernement et conserve son emprise sur les blocs de Simandou. Dès lors, plus rien ne bouge. Bénéficiant de ses relations avec le président et le régime en place, Rio Tinto fait ce qu'elle souhaite, sans respecter les codes ni les règles qui régissent un tel contrat d'exploitation. Et ça, pour l'un des plus grands gisements de minerais de fer au monde. Étant donné que l'entreprise n'est pas inquiétée, Rio Tinto prend son temps pour faire avancer le projet. En effet, le décompte des 35 années du contrat n'est censé commencer qu'une fois l'exploitation réellement lancée. Tant que celle-ci ne commence pas, Rio Tinto est libre de travailler à son rythme, sans pression. En attendant, l'immense réserve de minerais de fer sert principalement à augmenter la valorisation boursière de l'entreprise. De plus, Rio Tinto étant l'unique acteur à disposer des ressources humaines et technologiques nécessaires pour travailler sur les blocs de Simandou, l'entreprise bénéficie d'une totale liberté pour diffuser les informations qu'elle souhaite. Par exemple, elle a pu affirmer que la teneur en fer du minerai n'était pas aussi élevée que ce qui avait été initialement annoncé, créant ainsi un doute sur la réelle valeur de cette richesse. Subprime. The stock market is now down 21%. Because we're now down 43%. Sectors, Apple's under pressure, Yahoo down 8.5%, Cisco 6.5%. We are in the midst of a serious financial crisis. What started in America last year has now spread to every part of the world. As a result, our entire economy is in danger. En 2007, un événement imprévu survient, la crise économique mondiale. La valorisation boursière des entreprises chute, obligeant Rio Tinto à licencier massivement parmi ses salariés. C'est alors que son concurrent, BHP Billiton, entre en scène et fait une offre de 45 milliards de dollars pour acquérir l'intégralité des blocs de Simandou. Jusqu'ici, les blocs de Simandou se négocient comme s'il s'agissait de biens ordinaires comparables à une voiture ou un vélo, sans que la grande majorité de la population guinéenne ait son mot à dire. Les dirigeants guinéens, de leur côté, semblent peu intéressés et ne mesurent pas pleinement les enjeux de la situation. Bien que Rio Tinto ne soit pas enthousiaste à l'idée de céder ses blocs à BHP Billiton, elle se voit contrainte, en vertu des règles boursières internationales, de révéler ses véritables résultats concernant Simandou auprès des régulateurs. Et c'est là qu'intervient la grande surprise. Rio Tinto
déclare détenir entre 8 et 11 milliards de tonnes de réserves de minerais de fer à des teneurs très élevées. Cela permet de recalculer la véritable valeur des blocs de Simandou dans les actifs de Rio Tinto qui se situent désormais entre 48 et 66 milliards de dollars. Grâce à cette information, Rio Tinto justifie que l'offre de BHP Billiton est bien trop basse et parvient ainsi à conserver les blocs. Cependant, cette révélation expose également la tromperie de l'entreprise qui avait précédemment annoncé que les réserves se limitaient à seulement 2 milliards de tonnes, soit une valeur 5 fois inférieure à la réalité. Le président Lansana Conté, furieux, réalisant qu'il a été trompé, décide de reprendre les blocs de Simandou. Cependant, Rio Tinto, malgré que l'entreprise soit consciente de ses manquements, fait pression au niveau international pour conserver les droits. L'affaire se termine alors devant les tribunaux, accompagnée d'une intense guerre de lobbying. Finalement, l'État guinéen choisit de diviser les blocs. Rio Tinto conserve le bloc 3 et 4, tandis que le gouvernement récupère les blocs 1 et 2. Mais Rio Tinto rejette cet accord et menace toute entreprise intéressée par ces blocs de poursuites légales. Par conséquent, personne n'ose s'y aventurer et les ressources restent de nouveau bloquées, privant ainsi la Guinée de ses richesses. C'est alors qu'un acteur inattendu entre en scène. Benny Steinmetz, un milliardaire israélien, fondateur de BSGR, un entrepreneur qui a fait fortune dans le secteur du diamant. Déterminé à récupérer les blocs 1 et 2, Steinmetz se lance dans le projet avec une énergie renouvelée. En Guinée, après plusieurs obstacles, il parvient rapidement à obtenir plusieurs résultats tangibles dans le secteur de la bauxite et fait preuve d'un engagement sérieux envers l'État guinéen, gagnant ainsi la confiance de certains dirigeants politiques. Connaissant bien le terrain, Steinmetz utilise ses relations et réussit à obtenir les droits d'exploitation des blocs 1 et 2 en s'appuyant sur un membre de la famille du président Lansana Conté. Cela déclenche une violente bataille juridique entre BSGR et Rio Tinto qui fait grand bruit dans les médias. Pour ne pas perdre ses droits sur les blocs, BSGR décide de s'allier avec l'entreprise brésilienne Vale, un géant du secteur minier, réalisant ainsi un coup stratégique. BSGR acquiert les deux blocs pour 100 millions de dollars, puis revend 51% de ses parts à 2,5 milliards de dollars, générant ainsi un bénéfice de 2,4 milliards de dollars tout en conservant ses parts sur le projet. Mais en dépit de cette gigantesque transaction, la population guinéenne reste dans l'ombre, sans profiter des retombées de cette richesse colossale. Le pays continue de souffrir, plongé dans un manque d'infrastructures essentielles telles que l'électricité, alors que des ressources énormes demeurent inexploitées. Le duo Vale et BSGR comprend l'urgence de la situation et doit agir rapidement pour éviter toute polémique ou remise en cause de l'accord. Il est impératif de produire du minerai de fer sans tarder. Malheureusement, plusieurs rebondissements et une instabilité politique retarderont les choses, jusqu'à ce qu'en 2010, le gouvernement guinéen décide de renégocier le contrat. Une nouvelle clause est alors ajoutée, la reconstruction du chemin de fer Conakry-Kankan à la charge des entreprises minières, avec l'engagement de prolonger les rails jusqu'à Kerouané. Les travaux avancent alors pour le duo, mais Rio Tinto, lui, il reste en retrait. Puis en 2010, l'arrivée au pouvoir du président, le professeur Alpha Condé, suscite des espoirs de changement. Homme de conviction et de longue lutte contre la corruption en Guinée, on s'attend à ce que la situation évolue favorablement. En effet, les travaux du duo Vale et BSGR démarrent bien. Cependant, soudainement, Alpha Condé décide d'interrompre ses travaux et engage une guerre contre Vale et BSGR, les accusant d'avoir acquis leurs droits grâce à la corruption. Il décide de se tourner vers Rio Tinto en signant un accord avec l'entreprise qui efface tous ses manquements. En échange, Rio Tinto accepte de verser 700 millions de dollars à l'État guinéen pour récupérer les blocs 1 et 2 et ainsi avoir des droits sur la totalité des blocs. Ces 700 millions de dollars qui auraient dû bénéficier à la population guinéenne disparaissent mystérieusement dans les arcanes des finances publiques, une somme colossale qui aurait pu pourtant servir à construire des écoles, des hôpitaux et d'autres infrastructures essentielles pour le développement du pays. Cet argent se volatilise, laissant les Guinéens dans l'ombre et privés des retombées
d'une richesse qui leur appartient légitimement. L'entreprise BSGR refuse de se laisser faire et déclenche une nouvelle bataille judiciaire. Cette fois, Rio Tinto perd le procès, mais Benny Steinmetz, PDG de BSGR, est lui aussi condamné pour corruption, ce qui pousse le géant brésilien Vale à se retirer. Le magnat du diamant franco-israélien Benny Steinmetz avait rendez-vous vendredi devant un tribunal à Genève pour une affaire de corruption liée aux droits miniers en Guinée. L'homme d'affaires de 64 ans a été condamné à 5 ans de prison et à 56 millions de dollars d'amende. Finalement, le président Alpha Condé parvient à négocier un accord avec BSGR pour libérer les blocs 1 et 2. Ces blocs sont ensuite attribués à un nouvel acteur dans cette histoire, Fadi Wazni, PDG de SMB et président du conseil d'administration de Waining Consortium qui investissent désormais dans les mines de Simandou. La question que vous devez vous poser est: à quel moment dans toute cette histoire les populations guinéennes ont-elles eu leur mot à dire sur leur propre destin? Car ce sont bien elles qui subiront directement les impacts de ces décisions sans jamais avoir eu le choix. Ainsi, les blocs 1, 2, 3 et 4 restent divisés. Les blocs 1 et 2 sont exploités par Waining Consortium, tandis que les blocs 3 et 4 sont sous le contrôle de Rio Tinto, en partenariat avec la société chinoise Chinalco, qui a acquis des parts du projet Simandou de Rio Tinto pour 2 milliards de dollars. C'est dans ce contexte qu'arrive le général Mamadi Doumbouya, qui prend le pouvoir le 5 septembre 2021 en renversant son prédécesseur, le professeur Alpha Condé. L'instrumentalisation de la justice, le piétinement des droits des citoyens, l'irrespect des principes démocratiques, la politisation à outrance de l'administration publique, la gabegie financière, la pauvreté et la corruption endémique ont émené l'armée républicaine de Guinée à travers le Comité national du rassemblement et du développement, CNRD, à prendre ses responsabilités vis-à-vis du peuple souverain de Guinée et dans sa totalité. Après plus de 50 ans de spéculation, la Guinée n'a pas récolté grand-chose au regard de la valeur colossale de son gisement de fer. Jusqu'à ce moment-là, le seul avantage pour la Guinée dans ces contrats résidait dans les infrastructures ferroviaires que chaque groupe d'entreprises s'engageait à construire, mais qui ne deviendraient la propriété de l'État qu'après 35 ans d'exploitation. Que représenteront ces infrastructures après 35 ans d'exploitation face à des milliards de bénéfices qui seront générés par l'exploitation de ces minerais de fer? Le général Mamadi Doumbouya, bien conscient de cette situation, décide de taper du poing sur la table. Il met la pression sur son gouvernement et sur les entreprises pour rétablir l'équilibre et garantir que les bénéfices issus de ces ressources profitent réellement à la population guinéenne. Le président Mamadi Doumbouya impose une renégociation radicale. Il fixe un ultimatum aux deux groupes rivaux et en mettant une pression constante sur eux. L'État guinéen, au cours de longues journées de négociations, parvient à réaliser des avancées remarquables. Là où les gouvernements précédents avaient échoué pendant plus de 50 ans, cela mène à un accord cadre historique. Au départ, les deux entreprises avaient prévu de construire chacune son propre chemin de fer, créant ainsi deux infrastructures presque identiques qui traversent les mêmes régions, principalement en raison de leur manque d'entente. Le président Mamadi Doumbouya, il ordonne aux deux groupes de mettre leurs différends de côté et de travailler ensemble pour construire un seul et unique chemin de fer. Cette décision permet de diviser les coûts par deux. De plus, ce chemin de fer, il ne servira plus uniquement au transport des minerais, mais également aux populations et au transport de marchandises. Mais surtout, l'État guinéen réussit à renégocier sa part et à entrer au capital du projet à hauteur de 15%, et ça gratuitement. Une part qui pourrait, selon des recherches que j'ai menées, grimper jusqu'à 35%. Ainsi, les Guinéens n'auront plus à attendre 35 ans pour bénéficier des retombées de ce gigantesque projet. Au-delà des faits que je viens de vous citer, un autre facteur durant ces décennies a également ralenti l'avancement du projet de Simandou. Une hypothèse qui m'a été partagée est que les géants du secteur minier auraient volontairement freiné son développement afin d'éviter de faire chuter le prix du fer à l'international. En effet, la Guinée possède des réserves de fer considérées parmi les plus riches au monde et une exploitation rapide aurait pu bouleverser la valorisation du marché de ce minerai. Ces dernières années, l'évolution de la situation semble être le résultat d'un coup du destin. Il paraît que les tensions diplomatiques entre la Chine et l'Australie ont joué un rôle majeur dans cet impact. L'Australie étant l'un des plus grands producteurs et exportateurs mondiaux de fer, dépendait à
à hauteur de 70% des exportations vers la Chine. Cependant, après une réduction des importations de minerais australiens de la part de la Chine, cela a eu un fort impact sur l'économie australienne et a contribué à une baisse de 30% des prix du fer sur le marché international. Dans ce contexte, la Chine, cherchant à diversifier ses approvisionnements, s'est alors tournée vers la Guinée. Ces événements récents ont finalement ouvert la voie à une nouvelle dynamique pour le projet Simandou, avec des opportunités qui semblent désormais alignées pour la Guinée. Actuellement, les travaux sur le projet Simandou ont déjà commencé et l'État guinéen ainsi que les populations portent désormais un regard plus vigilant sur son avancement. Toutefois, la question demeure. Cette fois-ci, le projet bénéficiera-t-il réellement aux populations guinéennes, c'est-à-dire aux ayants droit, et comment ce projet pourrait-il concrètement profiter aux citoyens? Quoi qu'il en soit, l'État guinéen a décidé de faire de ce projet un projet phare qu'il a baptisé Simandou 2040. Celui-ci sera le plus grand projet intégré d'extraction de minerais de fer jamais développé en Afrique. Il s'articule autour de plusieurs composants pour un investissement global de 20 milliards de dollars. En résumé, le projet inclura une extraction de minerais de fer avec une capacité de production de plusieurs dizaines de millions de tonnes par an une fois à pleine production. Un chemin de fer transguinéen d'environ 670 km destiné au transport du minerai, mais également des populations et des marchandises. Un nouveau port au sud de Conakry, dans la préfecture de Forêt-Karéa, conçu pour accueillir des navires de grande capacité et permettre l'exportation du minerai vers les marchés internationaux. Ce port appartiendra à l'État guinéen à la fin du contrat. L'État guinéen s'engage à utiliser les revenus générés par ce projet, en particulier grâce à sa part dans le capital et les recettes fiscales, pour développer l'agriculture, investir dans la formation, l'éducation, la culture, les infrastructures et le domaine de la santé. Le projet devrait en théorie créer un grand nombre d'emplois directs et indirects durant sa phase de développement et d'exploitation. À présent, je souhaite vous partager mon point de vue sur l'avancement du projet Simandou depuis son lancement et sur la manière dont il pourrait réellement bénéficier aux populations guinéennes. Mon analyse, il s'appuie sur l'évolution de ce projet en tenant compte de son potentiel et des opportunités qu'il représente pour la Guinée, mais aussi des défis auxquels il fait face. Sur un plan purement stratégique, je trouve qu'avant l'arrivée du CNRD au pouvoir, l'État guinéen aurait pu mieux se préparer au démarrage de ce gigantesque projet. Au lieu d'attendre, il aurait été sage de créer des centres d'études et de formation afin de renforcer les compétences locales et d'assurer une participation plus active des Guinéens dans l'exploitation du projet. On aurait également pu envisager de faire une partie de la transformation du minerai directement en Guinée pour en tirer plus de valeur ajoutée, au lieu de simplement l'exporter brut. Cela étant dit, il est important de souligner que le CNRD a effectivement réussi à renégocier des parts pour l'État guinéen dans ce projet, un geste que les présidents précédents n'avaient pas réussi à concrétiser. Ce régime a fait avancer des négociations que plusieurs administrations n'avaient pas pu initier et cela mérite d'être noté. Une question persiste. Nous sommes actuellement dans un régime de transition. Les discussions sur les élections à venir suscitent d'énormes interrogations. Si le général Mamadi Doumbouya choisit de ne pas se présenter aux élections ou ne gagne pas les élections, que deviendront les accords signés sous son mandat? Les entreprises minières respecteront-elles ces accords? Et si un nouveau président prend la relève, continuera-t-il dans la même direction? Avec tout ce que nous avons vécu dans le passé, rien n'est assuré. C'est pourquoi je pense que les entreprises minières ne se lanceront pas à plein régime tant que les élections ne seront pas organisées et qu'un président élu ne sera pas en place. Il y a un véritable risque qu'en cas de changement politique, ces investissements soient remis en cause. Quant aux bénéfices pour les populations, il est évident que les emplois créés durant l'exploitation minière ne sont pas négligeables, mais les réels avantages se trouveront dans la gestion des revenus générés par ce projet. Les minerais, qu'il s'agisse du fer, de la bauxite, du diamant ou de l'or, finiront un jour par s'épuiser. Ce qui restera, ce sont les populations. Il est donc crucial de se concentrer sur la construction de l'homme. Si la Guinée investit massivement dans l'éducation et la formation, les Guinéens auront les compétences nécessaires pour
continuer à développer le pays, même une fois les ressources naturelles épuisées. Prenons exemple sur la Chine, qui possède d'immenses réserves de minerais, mais qui n'a pas fait de cette ressource un pilier central de son développement. Le succès réside dans la valorisation des ressources humaines, ce qui leur a permis de dominer d'autres secteurs comme la technologie, la science ou le commerce. L'exploitation de ce minerai devrait servir de levier pour transformer notre population, notre pays et ses infrastructures. Cela aurait dû être la même démarche avec la bauxite. Sous le régime d'Alpha Condé, entre 2010 et 2021, l'exportation de bauxite a été multipliée par 5, passant de 8 millions de tonnes en 2010 à près de 40 millions de tonnes en 2020. Bien que cela ait permis de générer des revenus et de créer de nombreux emplois, quel a été l'impact réel sur les populations ? En 2024, les jeunes Guinéens sont-ils mieux formés qu'en 2010 ? Le pays a-t-il réussi à résoudre ses problèmes d'électricité et d'infrastructures ? L'accès à Internet est toujours un luxe et les infrastructures routières restent insuffisantes. Si la bauxite venait à se tarir demain, peut-on réellement dire que les Guinéens ont bénéficié des retombées de cette industrie ? C'est là où se situe le véritable défi. Transformer les ressources naturelles en un capital humain et infrastructurel durable afin de garantir un avenir prospère pour les générations futures, bien au-delà des minerais. Maintenant que j'ai partagé l'histoire, les contours et les enjeux du projet Simandou 2040, quel est ton avis ? Penses-tu que ce projet sera un tremplin pour la Guinée ou une arnaque ? Dis-le nous en commentaire. C'était Bassekou Djabi, entrepreneur, fondateur de Starter Production. On se dit à bientôt. Ce contenu est produit par Starter Production. Bonjour, permettez-moi de prendre un instant pour aborder un sujet crucial. Je suis Bassekou Djabi, le fondateur de Starter Production, une société spécialisée dans la production audiovisuelle, dévouée à amplifier votre communication. Que vous soyez une entreprise en quête de nouveaux clients ou une institution désireuse de promouvoir ses activités, nous sommes là pour vous accompagner. Si vous aspirez à aller plus loin, notre équipe de Shams Communication peut concevoir une stratégie sur mesure pour accroître votre visibilité et propulser vos activités. Enfin, pour immortaliser vos moments personnels mémorables, tels que les mariages, Starter Events et à votre service. N'hésitez pas à nous contacter sur l'un de nos divers réseaux sociaux ou via WhatsApp au numéro suivant, le 00 224 627 94 25 59. Le 00 224 627 94 25 59.